Lors d'un dîner de famille, ma sœur a déclaré « Tu es un fardeau, nous voulons vivre sans toi ». Papa était assis là, souriant et sirotant son vin. Je me suis levé en silence, j'ai fait mes bagages et je suis parti dans la nuit. Le lendemain matin, quand les factures sont restées impayées. 28 appels manqués de la famille. Je m'appelle Margaret Collins, j'ai 38 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur me poignarderait dans le dos à la table du dîner de nos parents. C'était leur 40e anniversaire de mariage, une soirée qui se voulait festive, organisée dans leur maison chaleureuse d'Austin, au Texas. J'avais passé des heures à perfectionner un gâteau aux pétales de rose, une recette de l'époque où je tenais ma boutique de fleurs, pour honorer maman et papa. La salle à manger bourdonnait des conversations des voisins, de la famille, des amis, et du tintement des verres à vin. J'étais en train de présenter le gâteau, fier de ses délicates spirales roses, quand tout s'est effondré. Ma sœur, de 5 ans ma cadette, s'est penchée en arrière sur sa chaise, sa voix tranchant à travers les rires comme un couteau. « Margaret, tu nous freines », a-t-elle dit, les yeux froids, sans même jeter un regard au gâteau. « Nous voulons vivre sans toi. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Papa, assis en bout de table, s'est contenté de sourire, sirotant son vin rouge comme si elle venait de commenter la météo. Maman s'est figée, sa fourchette en suspens au-dessus de son assiette. Les voisins, Diane d'accent grave côté, Robert et Hélène d'en face, se sont tus, leurs regards allant de l'une à l'autre. J'ai senti mon visage brûler, mais je n'ai pas dit un mot. J'ai forcé un sourire, j'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une longue gorgée, laissant le goût amer correspondre à la douleur dans ma poitrine. Personne n'a pris ma défense. Ni papa, ni maman, pas un seul invité. L'air était lourd, suffocant. J'ai reposé mon verre, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma chambre. Calme, déterminé, chaque pas mesuré. Il ne méritait pas mes larmes. J'ai fait une seule valise, des vêtements, quelques photos, mon ordinateur portable. La maison était silencieuse quand je me suis éclipsé par la porte de derrière dans la nuit fraîche du Texas. Mon téléphone est resté silencieux pendant que je conduisais vers un motel à 15 km de là. Je n'ai pas regardé en arrière. Tout ce que je savais, c'était ceci, à partir de ce moment, je ne serai plus jamais le fardeau. Pour personne, pas même pour ma propre famille. Mais qu'en est-il d'eux? Quand les lumières s'éteindront, que l'eau cessera de couler et que les factures commenceront à s'accumuler. Trouveront-ils toujours aussi facile de vivre sans moi? Quelle heure est-il là où vous êtes? Et de quelle ville suivez-vous cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage et qui, parmi vous, comprend silencieusement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car dans la prochaine partie, je commence à couper toutes les factures. Parlons de limites, de vraies limites. Je me suis réveillé dans la chambre du motel, le bourdonnement du climatiseur étant le seul son qui brisait le silence. Mon téléphone était posé face contre table sur la table de nuit, vibrant encore des messages non lus de ma sœur et de ma mère. Je n'y ai pas touché. Au lieu de ça, j'ai fixé le plafond, mon esprit revenant sur la façon dont j'avais atterri ici. Pas seulement dans cette chambre bon marché au drap rêche, mais dans une vie où ma propre famille me voyait comme un poids à larguer. Il y a 5 ans, j'étais propriétaire de Petal & Stem, une petite boutique de fleurs dans le centre d'Austin. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Des fiancées y entraient, nerveuses et rayonnantes, demandant des pivoines ou des roses pour rendre leur journée parfaite. Je veillais tard pour arranger les bouquets, les mains piquées par les épines, mais j'aimais chaque seconde. La boutique était ma fierté, construite à partir de rien après des années d'économie et de planification. Puis papa a appelé un soir, la voix lourde. Leur maison, celle où j'ai grandi, était noyée sous les dettes. Des factures médicales de l'opération de maman, une deuxième hypothèque. Ils n'arrivaient pas à suivre les réparations d'un toit qui fuyait. Ils étaient sur le point de tout perdre. Je n'ai pas hésité. J'ai vendu Petal & Stem. Pour 150 000 $, assez pour régler leurs dettes, réparer le toit et maintenir les lumières allumées. J'ai réemménagé dans ma chambre d'enfant, pensant que c'était temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais le temporaire s'est transformé en 5 ans. Je payais les factures, électricité, eau, internet, même les impôts fonciers. Près de 2 000 $ par mois, virés directement de mon compte. J'ai pris un travail dans une pépinière locale, arrangeant des plantes pour la moitié du salaire que je gagnais dans ma boutique, juste pour que l'argent continue de rentrer.
Papa hochait la tête en guise de remerciement. Maman me serrait dans ses bras. Mais ma sœur, elle, agissait comme si j'étais une intruse. Rebecca, ou Becca, comme je l'appelais quand nous étions enfants, a changé après mon retour. En grandissant, elle me suivait partout, ses couettes rebondissant, me suppliant de l'aider à arranger des fleurs pour les bals de l'école. « Tu es trop cool, Margaret », disait-elle, les yeux écarquillés. Nous nous faufilions dans le jardin la nuit, allongés sur une couverture sous les étoiles, chuchotant à propos des garçons et de nos rêves. Je lui ai appris à conduire, je l'ai couverte quand elle faisait le mur pour aller à des fêtes. Elle était mon ombre, ma meilleure amie. Mais la Becca que j'ai retrouvée à la maison avait disparu. Elle levait les yeux au ciel quand j'entrais dans la cuisine, marmonnait à voix basse que je prenais de la place. Une fois, elle m'a crié dessus pour avoir laissé une tasse de café dans l'évier, disant « Tu n'as même rien à faire ici ». J'ai ignoré, pensant qu'elle était stressée. Son travail à la boutique payait à peine, et elle courait toujours après des contrats en freelance en ligne. Mais les commentaires se sont accumulés, chacun plus blessant que le précédent. J'ai essayé de ne pas la déranger. Je me levais à l'aube, sortais prendre un café avant que quiconque ne soit réveillé, passais des heures à marcher au bord du lac pour leur laisser de l'espace. Je dînais seul dans ma chambre la plupart des soirs, faisant défiler de vieilles photos de Petal and Stem, l'odeur des lys frais me manquant. Papa et maman n'ont pas remarqué l'attention. Papa passait ses journées à bricoler dans le garage, réparant les tondeuses des voisins pour un peu d'argent supplémentaire. Maman était scotchée à son club de jardinage, discutant de rosiers avec Diane d'un accent grave côté. Ils comptaient sur moi pour l'argent, mais ne me demandaient jamais comment j'allais. Je ne leur en voulais pas. Ils étaient à la retraite, leurs économies épuisées. Mais la froideur de Rebecca me blessait plus profondément. Elle mettait la musique à fond pour couvrir ma voix quand j'essayais de parler, laissait des notes passives-agressives sur les tâches ménagères. Le mois dernier, elle a dit à maman, assez fort pour que j'entende, que je vivais à leur crochet, comme si ce n'était pas moi qui maintenais la maison à flot. Allongé dans ce lit de motel, j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle. J'avais abandonné mon entreprise, mon indépendance, pour préserver leur vie, et pourquoi ? Pour que ma sœur me traite de fardeau, pour que mon père sourie comme si de rien n'était, pour que ma mère reste silencieuse. Le souvenir de Becca enfant, riant sous les étoiles, me semblait être un mensonge. Elle n'était plus cette fille. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Mes économies étaient presque épuisées. Mon travail à la pépinière couvrait à peine mes propres dépenses, et je continuais à injecter de l'argent dans une maison qui ne voulait pas de moi. Je me suis redressé, la poitrine serrée, et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je devais savoir exactement combien je portais pour eux. C'est là que l'idée a commencé à germer. Pas la vengeance, pas encore. J'ai quitté le motel vers midi, ma valise brinque-ballant dans le coffre alors que je traversais Austin pour me rendre chez Thomas et Laura. Ils avaient été ma bouée de sauvetage depuis que j'avais vendu Petal and Stem, toujours là avec une tasse de café chaud ou un rire bien placé. Leur petit bungalow à Hyde Park était à des années-lumière des néons bourdonnants du motel. C'était un endroit où je pouvais enfin respirer, réfléchir et décider de la suite. Alors que je me garais dans leur allée, mon téléphone continuait de vibrer avec des textos que je refusais toujours d'ouvrir. Thomas a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Son visage était plissé par l'inquiétude. « Margaret, que s'est-il passé ?» a-t-il demandé en me faisant entrer. Laura était déjà dans la cuisine, préparant une assiette de sandwich, ses yeux doux mais interrogateurs. Je me suis affalé sur une chaise à leur table de salle à manger, le poids des dernières 24 heures m'écrasant la poitrine. Je leur ai tout raconté, pas le gâteau ni le vin, mais la morsure des mots de ma sœur. Comment elle m'avait traité de fardeau. Comment papa s'était contenté de siroter son vin sans scier. Comment maman n'avait absolument rien dit. Elle a dit qu'il s'en sortirait mieux sans moi, ai-je dit à Thomas, la voix stable bien que ma gorge me brûlât, et personne ne l'a arrêté. Laura a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Thomas s'est adossé à sa chaise, la mâchoire serrée, comme s'il faisait le lien avec quelque chose de familier. « Tu sais. » a-t-il dit après un moment, ça me rappelle Édouard Hay. Édouard Hay était un vieil ami de nos débuts dans les affaires, un type qui dirigeait une entreprise d'aménagement paysager à l'époque où j'ouvrais ma boutique de fleurs. Thomas a raconté l'histoire comme si elle venait de se produire. La fille adulte d'Édouard vivait sans payer de loyer dans une maison qu'il finançait. Elle le traitait d'envahissant, disait qu'il lui barrait la route,
alors même que c'était lui qui payait le crédit de sa voiture, ses factures et même la garderie de son fils. Un jour, elle lui a dit de ne plus venir. Qu'il la tirait vers le bas. Édouard n'a pas discuté. Il a tout annulé. L'électricité, l'eau, le leasing de la voiture. En moins d'un mois, elle le suppliait de revenir, promettant de changer. Il n'est jamais revenu, a dit Thomas, la voix basse et résolue. Il a acheté un appartement à San Antonio et a tout recommencé. Elle a dû apprendre à voler de ses propres ailes. Parfois, les gens ont besoin de sentir le poids des choses avant de pouvoir apprécier ce que vous portiez pour eux. Laura a hoché la tête en me servant une tasse de café. Tu portes ta famille depuis des années, Margaret, a-t-elle dit. Que ferait-il même sans ton argent? Cette question m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Pas vraiment. J'avais toujours vu ces paiements comme une aide, et non pas comme de l'assistanat. Mais assise là, avec Thomas et Laura qui me regardaient comme quelqu'un qui méritait mieux, la vérité est devenue évidente. Ma sœur, mon père, ma mère. Ils avaient bâti toute une vie sur mes sacrifices, et ils ne me voyaient même plus dedans. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont bougé avant que je puisse avoir des doutes. Je me suis connecté à mon compte bancaire, l'écran s'illuminant de rangées de paiements automatiques. Électricité, $300 par mois. Eau, $100. Internet, $80. Assurance habitation, $400. Petite réparation, abonnement de streaming, frais divers. Près de $2000 par mois, prélevés sur les économies que j'avais accumulées pendant des années en arrangeant des roses et des lys. Thomas a fait un petit signe de tête, comme s'il savait ce qui allait suivre. Laura est restée silencieuse, son expression calme mais ferme. J'ai ouvert les paramètres de paiement. Mon cœur s'est emballé, mais mes mains étaient stables. Électricité, annulée. Eau, annulée. Internet, coupé. Assurance, résiliée. Un par un, j'ai coupé chaque fil qui me liait à cette maison. Chaque clic était comme me délester d'un poids que je ne réalisais même pas que je portais encore. Je n'étais pas en colère, du moins plus maintenant. Je me sentais lucide, plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. Il voulait vivre sans moi. Soit. J'ai fermé l'ordinateur portable. Thomas m'a posé une main sur l'épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Laura m'a offert leur chambre d'amis, me disant que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Je les ai remerciés. Ma voix était plus basse, mais ma décision était solide. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, probablement de ma sœur ou de ma mère. Je ne l'ai pas regardé. Pas encore. Je n'étais pas prête à entendre des excuses. Je devais m'accrocher à cette clarté avant que le chaos ne revienne, car je savais qu'il reviendrait. Ils étaient sur le point de sentir les conséquences. Et cette fois, je serais prête. 3 jours après avoir annulé tous les paiements automatiques, les fissures ont commencé à apparaître. J'étais chez Thomas et Laura, sirotant un café à leur table de cuisine, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Rebecca s'est affiché à l'écran comme un voyant d'alarme. J'ai laissé sonner quelques fois avant de répondre. Margaret, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était tranchante, avec une pointe de panique. Internet est coupé. Je ne peux pas soumettre mes travaux en freelance. Et maman panique parce qu'on vient de recevoir des avis de coupure pour l'électricité et l'eau. Rétablis tout, maintenant. Aucune salutation. Aucune excuse. Juste des ordres, comme si j'étais toujours la gérante non rémunérée de leur vie. Je me suis adossé à ma chaise, gardant mon calme. Tu as dit que vous vouliez vivre sans moi, ai-je dit. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Rebecca n'a pas bronché. Tu réagis de manière excessive, Margaret. Encore une fois, remets tout en marche et arrête ton cinéma. Je n'étais pas surprise. Elle avait le don de retourner chaque situation pour me faire sentir que j'étais le problème. Je pouvais entendre maman en arrière-plan, sa voix tremblante, probablement en train de divaguer sur le frigo qui allait s'arrêter. Ce n'est pas mon travail de faire tourner ta vie, lui ai-je dit. Tu as 30 ans. Débrouille-toi. Il y a eu une pause. Puis elle a ri amèrement. Tu es si susceptible. Personne ne veut de toi. Voilà exactement pourquoi. Puis elle a raccroché.
J'ai posé le téléphone. Mes mains ne tremblaient pas, bien que ma poitrine me brûlât. Laura a jeté un coup d'œil depuis le comptoir, haussant un sourcil. Elle a un de ses culots. Thomas a plié son journal et a eu un petit rire. Laisse-leur quelques jours. Ils vont le sentir passer. J'ai hoché la tête, mais quelque chose s'est tordu en moi. La voix de maman, nerveuse, désemparée, persistait. Elle n'avait pas pris ma défense ce soir-là. N'avait pas dit un mot, mais elle était toujours ma mère. Étais-je en train de la punir, elle aussi? J'ai chassé cette pensée. Ils avaient laissé Rebecca parler pour eux tous. C'était leur choix. Plus tard dans l'après-midi, maman a appelé. Sa voix était douce et suppliante. Margaret, ma chérie, s'il te plaît. La maison tombe en ruine. Rebecca ne peut pas travailler. Ton père ne peut pas recevoir de demande de réparation sans Wi-Fi. Ne peux-tu pas tout remettre en marche? Nous sommes une famille. J'ai fermé les yeux et l'ai imaginé dans le salon avec ses livres de jardinage, se tordant probablement les mains comme elle le faisait toujours quand elle était anxieuse. Maman, ai-je dit, d'une voix ferme mais pas froide, Rebecca a dit que vous vous en sortiriez mieux sans moi. Tu n'as pas été en désaccord, alors je lui donne exactement ce qu'elle voulait. Il y a eu un long silence. Puis elle a chuchoté, elle ne le pensait pas. Tu sais comment elle est. S'il te plaît, rentre à la maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé aux mois que j'avais passés à marcher sur des œufs dans cette maison, à payer leurs factures, à encaisser les insultes de Rebecca, en espérant, juste en espérant une once de reconnaissance. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Pas tant que Rebecca n'aura pas assumé la responsabilité de ce qu'elle a dit. Maman a essayé de m'interrompre, mais je l'ai arrêtée. Tu l'as laissé dire ça, maman. Papa et toi, vous étiez assis là. Vous êtes tous responsables. Puis j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais lucide. Laura, qui avait entendu la conversation, a fait un petit signe de tête. Tu es plus forte que je ne l'aurais été, a-t-elle dit. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais juste fatiguée, mais concentrée. Ce soir-là, Rebecca a rappelé, plus en colère cette fois. Tu crois que c'est un jeu, Margaret? Les voisins commencent à le remarquer. Diane est passée, l'air toute concernée, mais je sais qu'elle est juste curieuse. Tu nous fais honte. J'ai failli rire. Leur faire honte, après tout ça. C'est ce qui comptait maintenant. C'est toi qui t'es mise dans l'embarras, ai-je dit. Tu voulais que je parte. Maintenant, je suis parti. Gère tes propres factures. Elle a explosé, me traitant d'égoïste, disant que j'avais toujours été jalouse d'elle. Je n'ai pas pris la peine d'écouter. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. Thomas est entré juste au moment où je posais le téléphone. Il m'a fait un pouce levé. Il était temps, a-t-il dit. Le lendemain matin, maman a laissé un message vocal. Sa voix était plus basse, presque désespérée. Margaret, on n'y arrive pas sans toi. La facture d'eau est due. Rebecca essaie d'emprunter de l'argent à Diane. S'il te plaît, parle-nous. Je n'ai pas rappelé. Je n'étais pas prête pour plus d'excuses, plus de supplications qui évitaient la vérité. Rebecca avait tracé la ligne ce soir-là, et maman et papa l'avaient laissé faire. Maintenant, ils étaient aux abois, et je n'allais pas débarquer pour les sauver. Pas cette fois. Je suis resté chez Thomas et Laura. J'ai aidé Laura à préparer le dîner, j'ai discuté avec Thomas de sa nouvelle boutique bio. Leur maison était un refuge, un endroit où je n'étais pas invisible. Mais je savais que la tempête n'était pas terminée. Rebecca n'allait pas laisser tomber, et les appels de maman continueraient. Je me suis préparé pour la suite, sachant au fond de moi que j'avais fait le bon choix, aussi lourd qu'il puisse paraître. 2 semaines après la coupure de courant, les fissures dans le monde de ma famille ont commencé à apparaître. J'étais toujours chez Thomas et Laura, m'installant dans leur chambre d'amis, quand j'ai reçu un SMS de Diane, la voisine de mes parents. Tout va bien avec tes parents, disait le message. J'ai entendu des choses. Je n'ai pas répondu, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Austin est une grande ville, mais dans les quartiers comme le nôtre, les gens parlent, et la famille Collins devenait un sujet de commérage. J'avais bloqué le numéro de ma sœur, mais les messages vocaux de maman continuaient d'arriver, chacun plus frénétique que le précédent. J'ai écouté le dernier,
sa voix faible et tendue. Margaret, nous avons reçu un avis de la banque, disait-elle. Nous sommes en retard sur les paiements de la maison. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai effacé le message, mais il est resté dans mon esprit. L'avis de la banque n'était pas une surprise. Sans mes virements mensuels, l'hypothèque, les charges et les impôts s'accumulaient. Ma sœur avait toujours compté sur moi pour maintenir la maison à flot. Son travail à la boutique couvrait à peine ses propres dépenses. Maintenant, sans Internet pour ses contrats en freelance, elle coulait. Thomas m'a surprise en train de fixer mon téléphone et a haussé un sourcil. « Tu ne vas pas flancher, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, à moitié en plaisantant. J'ai secoué la tête. « Ils doivent apprendre », ai-je dit. Mais ma voix n'était pas aussi ferme que je l'aurais voulu. Laura, qui coupait des légumes pour le dîner, a jeté un coup d'œil. « Ils s'en sortiront », a-t-elle dit. « Ou pas. Dans tous les cas, ce n'est plus ton problème. » Le lendemain, je suis passé en voiture dans l'ancien quartier, non pas pour une visite, mais pour récupérer un colis que j'avais fait rediriger vers un bureau de poste voisin. En tournant dans notre rue, j'ai vu Robert et Hélène Parker, le couple d'en face, debout sur leur pelouse, en train de chuchoter. Ils se sont arrêtés quand ils ont aperçu ma voiture, Hélène me faisant un signe de la main maladroit. Je n'ai pas répondu. Diane était dehors aussi, arrosant ses rosiers, ses yeux se tournant vers la maison de mes parents. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes, la boîte aux lettres débordait d'enveloppes. J'ai continué ma route, mais l'image m'est restée, la vie de ma famille qui s'effilochait, visible par tous. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris par Laura, qu'il avait entendu par une amie commune, que ma sœur avait perdu un gros contrat en freelance. Sans Internet, elle n'avait pas pu livrer les créations pour une marque de vêtements qu'elle courtisait depuis des mois. Le client était passé à autre chose, et Rebecca se débattait. Elle avait pris un poste de nuit dans un supermarché local pour remplir les rayons afin de joindre les deux bouts. Je l'ai imaginé sous des néons, poussant un chariot de conserve, son orgueil blessé. Une partie de moi a ressenti un pincement au cœur. Elle était toujours ma sœur. Mais je me suis souvenu de ses mots au dîner, tranchants et sans excuse. C'est elle qui avait choisi ce chemin, pas moi. Un soir, maman s'est présentée chez Thomas et Laura sans prévenir, le visage tiré, sa gaieté habituelle du club de jardinage disparu. J'étais dans le salon, aidant Laura à trier de vieux albums photos, quand la sonnette a retenti. Thomas l'a laissé entrer, et maman s'est tenue dans l'embrasure de la porte, serrant son sac à main comme un bouclier. « Margaret, nous devons parler », a-t-elle dit d'une voix basse mais urgente. Je suis restée assise, lui faisant signe de s'asseoir sur le canapé. « Assieds-toi, maman », ai-je dit, en gardant un ton neutre. Elle a hésité, puis s'est assise sur le bord, ses yeux balayant la pièce comme si elle avait peur de s'installer. « La banque menace de saisir la maison », a-t-elle dit, ses mots se bousculant. « Rebecca travaille la nuit, mais ce n'est pas suffisant. Ton père essaie de prendre plus de travaux de réparation, mais sans Wi-Fi, il ne peut pas recevoir de commandes. Nous nous effondrons, Margaret. » Ses mains tordaient la lanière de son sac. Et pendant un instant, j'ai vu la femme qui m'avait appris à planter des tulipes. Pas celle qui était restée silencieuse pendant que ma sœur me démolissait. « Je suis désolé que vous ayez des difficultés. » ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. « Mais Rebecca a dit que vous n'aviez pas besoin de moi. C'est à elle de régler ça. » Les yeux de maman se sont écarquillés. « C'est ta sœur », a-t-elle plaidé. « Elle essaie, mais c'est difficile. Ne peux-tu pas nous aider, juste le temps qu'on se remette sur pied ?» Je me suis penché en avant, la voix stable. « Maman, j'ai payé pour cette maison pendant des années. Les factures, les réparations, tout. Rebecca m'a traité de fardeau, et tu l'as laissé faire. J'en ai fini de porter ses erreurs. » Le visage de maman s'est décomposé, mais elle n'a pas discuté. « Ton père ne sait pas quoi faire », a-t-elle dit doucement. « Il reste en dehors de ça, mais il est inquiet. » Je n'étais pas surprise, papa avait toujours été un spectateur, bricolant dans son garage pendant que la famille se déchirait. « Alors il peut parler à Rebecca », ai-je dit. « C'est elle qui a commencé tout ça. » Maman s'est levée, les épaules affaissées. « Je pensais que la famille comptait plus pour toi », a-t-elle dit avant de partir sans un mot de plus. Laura, qui était restée silencieuse, m'a serré le bras. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête,
mais le poids des mots de maman est resté avec moi. Les commérages du quartier se sont intensifiés. Diane a raconté à une amie, qui l'a raconté à une autre, que la maison des Collins tombait en ruine. Robert Parker a mentionné les factures de réparation impayées de papa lors d'une fête de quartier. Le travail de Rebecca au supermarché est devenu une blague récurrente parmi les voisins. Bien loin de son image de designer freelance. Je suis resté à l'écart, me concentrant sur mon travail à la pépinière, économisant le peu qu'il me restait. Mais je savais que la pression montait. Ma famille manquait de temps, et je n'allais pas les renflouer. Ni maintenant, ni jamais. 3 mois après mon départ, la maison qui avait abrité mon enfance avait disparu. Ma sœur, mon père et ma mère l'avaient vendue, incapables de suivre le rythme de l'hypothèque et des factures qui s'accumulaient. Diane, la voisine qui ne manquait jamais une occasion de bavarder, m'a envoyé une photo du panneau, à vendre, dans leur jardin, la peinture écaillée et la pelouse toujours en friche. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appris par Laura qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement de location en périphérie d'Austin, un 2 pièces exigu et loin du quartier qu'ils avaient appelé leur maison pendant des décennies. Les Parker, Robert et Hélène, racontaient à qui voulait l'entendre comment la famille Collins connaissait des moments difficiles, leur chuchotement se propageant lors des fêtes de quartier et des pauses café. Ma sœur affrontait leur regard à chaque fois qu'elle sortait, la tête basse, ses rêves de designer enfouis sous le poids de la réalité. Je ne suis pas allé les voir. J'avais fait mon choix. Et je construisais une nouvelle vie. Avec ce qui restait de mes économies, j'ai acheté un modeste appartement d'une chambre dans le sud d'Austin, un endroit calme près d'un parc où je pouvais marcher et réfléchir. Les murs étaient nus au début, mais j'ai commencé à les remplir de croquis de fleurs roses, lisses, pivoines, des rappels de la boutique que j'avais autrefois possédée. J'ai pris un poste de consultante pour un fleuriste local, les aidant à concevoir des arrangements de mariage et à animer des ateliers sur la composition de bouquets. Ce n'était pas Petal and Stem, mais c'était un pas vers ma réappropriation. Chaque salaire allait sur mon propre compte, pas pour les factures de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je dormais sans le poids de leurs attentes. Un matin, alors que je sirotais un café à mon nouveau comptoir de cuisine, une lettre est arrivée. L'écriture était sans équivoque, celle de Rebecca, soignée et délibérée, comme lorsqu'elle m'écrivait des mots quand nous étions enfants. Je l'ai posée sans l'ouvrir, la fixant pendant un long moment. Une partie de moi voulait la lire, voir si elle avait enfin compris, mais une autre partie, celle qui se souvenait de ses mots froids, de ses accusations, savait que ça ne changerait rien. Quand je l'ai finalement ouverte, ces mots étaient plus doux que ce à quoi je m'attendais. « Margaret », commençait-elle. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais stressé, en colère, mais ce n'est pas une excuse. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais pour nous. J'espère que nous pourrons parler. Aucune mention de papa ou de maman. Aucune promesse de réparer les choses, juste un plaidoyer, trop tardif et trop mince. » J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans un tiroir à côté de vieilles photos que je n'avais pas regardées depuis des mois. Je n'ai pas répondu. Rebecca voulait une vie sans moi, et je la lui donnais, non par rancune, mais parce que je méritais une vie où je n'étais pas invisible. Le silence de papa. Les supplications de maman. La cruauté de Rebecca. Ils m'avaient montré qui ils étaient, et je n'allais pas revenir en arrière. J'ai bloqué leurs numéros, effacé leurs messages vocaux et laissé la distance grandir. Thomas et Laura prenaient des nouvelles, apportant souvent des plats à emporter ou m'invitant à leur fête dans le jardin. Mais j'apprenais à me tenir debout seul, et cela me semblait juste. Avec le recul, je vois la leçon gravée dans chaque étape de ce désordre. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est le respect, le soutien mutuel, la volonté de voir les sacrifices de l'autre. J'ai tout donné pour faire tourner leur monde, mais ils l'ont pris pour acquis. Et cela nous a brisés. Rebecca, papa et maman ont appris à la dure que les mots ont un poids, tout comme les choix. Ils se reconstruisent maintenant, à leur manière, et je ne leur veux aucun mal. Mais j'en ai fini de porter leur fardeau. L'autonomie, j'ai appris, est le fondement de tout lien qui vaut la peine d'être conservé. Sans elle, l'amour n'est qu'un mot, vide et fragile. À tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout, merci. Votre temps, votre attention, cela signifie plus que je ne saurais le dire. J'ai partagé cela parce que je sais que certains d'entre vous se sont sentis invisibles, mal appréciés par les personnes pour qui vous donneriez tout. Vous avez porté leur poids pour ensuite être mis de côté. Je vous vois,
et je suis reconnaissante pour chaque moment que vous avez passé avec moi. Si cela résonne en vous, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez cette communauté. Partagez votre histoire dans les commentaires. Comment avez-vous trouvé votre force? Continuons cette conversation, car nous sommes plus forts ensemble.